On sait que, pendant les guerres maritimes du Premier Empire, les malheureux prisonniers français étaient enfermés à bord de vieux navires, transformés en pontons et mouillés dans la rade de Portsmouth. Dans ces prisons flottantes, nos infortunés compatriotes eurent à subir les pires traitements. Leur existence fut un continuel supplice. Nous pensons intéresser vivement nos lecteurs, puisque la boxe est en ce moment à l'ordre du jour, en empruntant à Garneret, l'écrivain maritime et le peintre de marine si connu, quelques récits où la boxe joue un certain rôle. Garneret est resté 9 années prisonnier sur les pontons anglais, de 1806 à 1815. Poussé par une vocation irrésistible, il s'était engagé comme mousse à l'âge de 13 ans sur un navire de guerre commandé par un de ses cousins. Après avoir couru les mers pendant 10 années, sans revenir en France, et avoir participé à de nombreux combats, principalement sous les ordres de l'illustre corsaire Surcouf, il finit par être capturé par les Anglais, à son retour en France au combat du 14 mars 1805, livré par l'amiral Linois. Pour donner au lecteur une idée de l'horreur des prisons flottantes anglaises, voici comment Garneret nous décrit son arrivée à bord du ponton, le Protée. Aucune description, quelle qu'en soit l'énergie, aucune plume, quelle que soit sa puissance, ne saurait rendre le spectacle qui s'offrit tout à coup à mes regards. Que l'on se figure une génération de morts, sortant un moment de leur tombe, les yeux caves, le teint hâve et terreux, le dos voûté, la barbe hirsute, à peine recouvert de haillons jaunes en lambeaux. Le corps d'une maigreur effrayante, et l'on n'aura encore qu'une idée affaiblie et bien incomplète de l'aspect que présentaient mes compagnons d'infortune. À cette époque, en Angleterre, la boxe était déjà en grande faveur, et certains boxeurs avaient acquis une certaine notoriété. Les Anglais tiraient naturellement vanité de leur supériorité dans ce genre d'exercice, et les geôliers des pontons ne se gênaient guère pour narguer à tout moment nos pauvres compatriotes. Exaspérés de ces provocations et des propos blessants qui leur étaient adressés à tout instant, quelques prisonniers, malgré leur état d'extrême faiblesse causé par les privations de toutes sortes, n'hésitèrent pas à lancer des défis audacieux à leurs insulteurs. En voici un, entre autres, qui ne manquait pas d'originalité. Il fut lancé par un ancien matelot corsaire de l'équipage du fameux Surcouf. Garneret raconte que c'est lui-même qui fut chargé de le rédiger sur une grande feuille de papier et de l'afficher au pied du grand mât du ponton, le Protée, afin que les Anglais puissent en prendre plus facilement connaissance. Il contenait ce qui suit. « Défi aux Anglais, vive la Bretagne de France. Le nommé Berthaud, natif de Saint-Brieuc, vexé d'entendre les Anglais se vanter d'être les premiers boxeurs de la terre, ce qui est une menterie, s'engage à combattre 2 d'entre eux à la fois et en même temps, à toutes sortes de coups de poing seulement et sans faire usage de ses jambes. Le susdit Berthaud, natif de Saint-Brieuc, consent en outre, pour mieux montrer combien il se moque de ses blagueurs, à recevoir de ses adversaires 10 coups de poing avant le combat. Lesquels coups de poing seront donnés au susdit Berthaud aux endroits où il plaira à ses adversaires de lui administrer. Berthaud rossera ensuite les 2 Anglais en question. Berthaud exige qu'aussitôt qu'il aura reçu les 10 coups de poing et avant de commencer la lutte, on lui remette, quelle que soit l'issue de la chose, 2 livres sterling pour le dédommager des dents qu'on lui aura cassées. Fait à bord du ponton le Protée, où le susdit Berthaud s'embête à mort. L'audacieux Berthaud, natif de Saint-Brieuc, n'eut pas le plaisir de rencontrer 2 adversaires comme il le désirait. Quelque temps après avoir lancé son défi, il était grièvement blessé par les sentinelles anglaises dans une première tentative d'évasion, et dans une deuxième tentative, il périssait après toute une série d'événements malheureux. Passons maintenant au récit de l'exploit d'un autre marin breton, Robert Lange, autre compagnon d'infortune de Garneret. Le commandant supérieur des pontons, le colonel S, avait à son service un noir d'une force herculéenne et réputé imbattable comme boxeur. Ce noir venait souvent à bord des pontons accompagner son maître. Très fier de sa supériorité physique et très orgueilleux, il adressait à tout propos des injures les plus grossières aux prisonniers français. Plusieurs de ces derniers, exaspérés de son insolence, manifestèrent hautement l'envie de lui casser la figure. Le colonel S, ayant eu vent de la chose et voulant donner une leçon à ces canailles de Français, comme on les appelait couramment, consentit à une rencontre à poings nus contre son noir et un des prisonniers. Ce fut Robert Lange, réputé comme l'un des plus forts lutteurs de Bretagne, qui fut désigné par ses compatriotes du ponton la Couronne pour venger les injures de l'insolent noir. Pendant les quelques jours qui précédèrent le combat, les prisonniers, d'un commun élan de solidarité, se privèrent de bien des choses pour permettre à Robert Lange de manger à sa faim.
Le jour du combat étant arrivé, le colonel S fit dresser à l'arrière du ponton une tente avec des gradins. Puis il amena un grand nombre d'invités, parmi lesquels beaucoup de dames. Les dernières dispositions ayant été prises, les spectateurs placés, les parrains des combattants à leur poste, on fit venir les combattants. Nous laissons à partir de maintenant la parole à Garneret qui, en sa double qualité de parrain et d'interprète, assistait le courageux breton. D'une taille gigantesque, le noir pouvait bien avoir 1,85 m. Il était doué d'une conformation herculéenne et qui dénotait une vigueur surhumaine. Sa tête, grosse comme celle d'un taureau, était affreuse de laideur. Quant à son visage, profondément labouré par quelques maladies cutanées, il présentait un air de férocité et d'insolence réunis que je ne saurais rendre sans le secours d'un pinceau. Petit Blanc, car c'était son nom, se dépouilla aussitôt de la riche et baroque livrée dont il était affublé, et un murmure d'admiration, presque de terreur, circula le long des gradins lorsqu'il montra à nu son torse d'Hercule. Le fait est que ce noir était un véritable phénomène. Le murmure flatteur dont je viens de parler durait encore lorsque Robert Lange apparut à son tour. Le breton, l'air paisible, les épaules un peu voûtées, les mains dans ses poches, sa chique dans la bouche et son bonnet de coton sur la tête, présentait un contraste tellement saisissant avec la superbe prestance et la pose théâtrale de son adversaire que les Anglais se trouvèrent un moment tout désappointés. « Mais cet homme ne pourra jamais résister à une chiquenaude du beau noir, disaient les ladies d'un air de chagrin. Ce combat est une plaisanterie. Ce n'était pas la peine de nous déranger pour si peu de choses. Je parie que c'est encore là une mystification de Lord S. Nous aurions dû nous en douter. » Robert Lange retira sa veste et se mit en garde. Un éclat de rire spontané et moqueur retentit le long des gradins. Je compris que la garde adoptée par le pauvre breton était contraire aux règles de l'art et que les spectateurs le trouvaient ridicule. « Robert, lui dis-je avec vivacité, ces gens-là, en se moquant de vous, insultent la Bretagne et la France. Il faut, entendez-vous, coûte que vous donniez une pile aux moricots. Si vous avez le dessous, nous serons, je vous en avertis, indignement bafoués. » Le visage pâle et blafard de Robert se teignit d'une légère rougeur. « Ah, vous croyez que ces gredins-là veulent blaguer la Bretagne ?» me répondit-il d'une voix émue. « Ne craignez rien, je saurai défendre l'honneur du pays. Ah, mon Dieu, quel malheur qu'il ne soit pas de jeu dans la boxe de donner des coups de tête. Sans vanterie, j'excelle dans les coups de tête. S'il m'était permis d'en appliquer un seul au mal blanchi, vous le verriez bientôt étendu sans connaissance et les 4 fers en l'air sur le plancher du pont. »« Colonel, dis-je alors en m'adressant à Lord S. Mon partenaire est prêt. Peut-on commencer ? Volontiers, monsieur. Mais il reste aux combattants une formalité à accomplir. Ils doivent se donner et se serrer la main en signe d'amitié. Petit Blanc, continua le colonel, faites l'honneur aux Français de lui présenter votre main. Le noir, obéissant aux ordres de son maître, s'avança, se dandinant d'un air superbe et dédaigneux. Puis, se plaçant en face du breton dans une pose théâtrale et qui lui permit de développer son torse terrible et puissant, il étendit son bras vers son adversaire. « Serrez ma main avec respect, lui dit-il. Elle a déjà assommé et tué plusieurs Français. » À cette injure grossière qui sentait si bien le noir et que les Anglais accueillirent par des applaudissements prolongés, un frémissement d'indignation parcourut la foule de prisonniers. « Que me dit le moricaud » me demanda Robert. « Il dit, mon ami, que vous touchiez sa main avec respect, car elle a déjà assommé et tué plusieurs Bretons. » Ces paroles produisirent un miraculeux effet sur Robert. Un éclair brilla dans ses yeux. Ses sourcils se contractèrent, une expression de fureur et de férocité indescriptible gonflant ses narines et relevant sa lèvre supérieure laissa voir ses dents serrées avec rage. Dans cet homme habituellement si paisible et si doux, il y avait dans ce moment du tigre. L'imprudent Petit Blanc, malgré la force prodigieuse dont il était doué et qui jamais encore ne lui avait fait défaut, ne put soutenir sans émotion le regard fixe et ardent de son adversaire. Il nous fut facile de deviner, à sa contenance embarrassée, que ce regard pesait sur lui et le paralysait. Un profond silence régnait sur le pont. Les Anglais semblaient pressentir qu'un drame véritable allait se passer. Robert Lange, je le compris, avait grandi à leurs yeux. Quelques secondes que le Breton employa à comprimer la fureur immense qui l'agitait me parurent, tant mon émotion était vive, des heures. Il me tardait dans la fiévreuse impatience qui me brûlait le sang de voir le combat s'engager et la catastrophe s'accomplir.
Enfin, Robert Lange, par un geste empreint d'une sublime énergie et d'une grandeur que je ne puis rendre avec une plume, développa son bras et saisit la main du noir. Leurs mains enlacées, leurs regards fixes, leurs visages enflammés rapprochés l'un contre l'autre à une faible distance, les deux combattants, immobiles et impassibles, ressemblaient à un groupe de marbre. Peu à peu, il me parut que le visage de Petit Blanc reflétait une vive expression de douleur. Je ne me trompais pas. Tout à coup, laissant échapper un cri terrible qu'il devait comprimer depuis longtemps, le noir se mordit les lèvres avec rage, ferma à moitié les yeux, rejeta sa tête en arrière en relevant ses épaules avec un tremblement convulsif et parut prêt à perdre connaissance. Quant au Breton, toujours calme et impassible, du moins en apparence, pas un de ses muscles ne remuait. On eût dit une statue. Ce qui se passait était une chose si imprévue, si extraordinaire que nous ne savions que penser. Ce fut Robert Lange qui nous donna le mot de l'énigme. « Misérable !» s'écria-t-il d'une voix vibrante en s'adressant au noir. « Cette main qui a assassiné plusieurs Bretons ne fera plus peur bientôt, même à un enfant. » En effet, prodige inouï de force auquel jamais je n'aurais ajouté foi si je n'en eusse été témoin et que je puis attester ici sur l'honneur, la main du Breton avait serré celle de son adversaire avec une telle violence que le sang du noir rejaillissait de ses doigts. « Grâce, grâce !» s'écria peu après Petit Blanc, incapable de supporter plus longtemps l'atroce supplice que lui causait cette terrible étreinte. « Grâce, je suis vaincu. » Mais Robert, insensible à cette prière, sourd à ses plaintes, ne lâcha la main qu'il broyait que quand le noir tomba sur ses genoux. Alors, spectacle hideux, nous vîmes cette main pendre, inerte et sanglante. Elle était, littéralement parlant, écrasée. Décrire à présent notre joie frénétique me serait impossible. Des cris de « Vive la France! Vive la Bretagne! Vive Robert !» saluèrent avec transport le triomphe du brave Breton. Nous étions fous de joie. Quant à Robert Lange, il n'avait rien perdu de son sang-froid. « Colonel !» dit-il avec cette fausse bonhomie si pleine de ruses et de railleries qui n'appartient qu'aux paysans et qu'il avait dû conserver de sa vie campagnarde. « À présent que la petite formalité de la main est accomplie, je pense que nous pouvons commencer la boxe. Qu'en pensez-vous » Lord S était avant tout homme du monde. Il parut donc ne pas comprendre ce sarcasme. Et s'adressant à Petit Blanc, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se passer, « Êtes-vous prêt ?» lui demanda-t-il. Le noir souffrait de si atroces douleurs qu'il ne pouvait parler. Il se contenta de répondre à cette question par un signe négatif de tête. « Renoncez-vous au combat ?» continua Lord S avec le même sérieux. « Oui. » Alors, je déclare, comme juge de camp, que vous êtes vaincu. Monsieur Robert, ajouta le colonel avec une grande politesse, voici les 20 livres que je vous dois. Je conviens que vous possédez une force de poignet peu ordinaire, mais je n'en reste pas moins convaincu que si Petit Blanc se fût mesuré avec vous à coups de poing, il vous aurait tué. Tel est l'exploit qui sauva l'honneur de nos infortunés compatriotes, et les vengea pour un temps des injures qui leur étaient si injustement prodiguées.